Chères auditrices, chers auditeurs, ce mois-ci j'ai envie de parler d'un thème très à la mode que l'on nomme souvent le dépassement de soi. Très bizarre comme expression, n'est-ce pas? Comment peut-on se dépasser sans outrepasser ses limites, parfois au péril de sa vie? Alors pourquoi tant de personnes sont attirées par cette quête de l'exploit, à l'instar de John Ridgway, un marin britannique qui a, entre autres performances, réalisé la traversée de l'Atlantique Nord à la rame avec son coéquipier Cheblit en 1966 et dont le plus grand plaisir était, disait-il, de réaliser qu'il arrivait à continuer alors qu'il se savait au bout du rouleau. Il a d'ailleurs fondé une école d'aventure et de survie tout au nord de l'Écosse que mon frère Gilles a fréquenté durant son adolescence et qui existe toujours. Sur le site internet de Ridgway Adventure, j'ai trouvé déjà un élément de réponse à ma question du jour. Il y est écrit « Plus un objectif est difficile à réaliser, plus grande est la satisfaction de l'atteindre. » Cela signifie-t-il que plus on en bave, plus c'est jouissif? Donc par exemple, plus un carnet sonore aura été difficile à réaliser, plus grand sera mon plaisir au moment de le publier? Ou plus j'aurai effectué de dénivelé positif durant une course de montagne, plus je serai heureuse à mon retour au chalet? Cela ne me plaît pas comme concept. Pourtant, j'ai bien peur qu'il soit terriblement dans l'air du temps et qu'il ne se limite pas seulement aux loisirs et aux sports de compétition, mais aussi au travail. Et là, on n'est pas seul maître à bord, c'est le capitaine qui décide. Ne serait-ce pas la raison pour laquelle on a de plus en plus de cas de burn-out dans les entreprises? Ces épuisements émotionnels, mentaux et physiques ne seraient-ils pas dus à cette obligation d'outrepasser ses limites, d'en faire toujours plus, car on a constamment l'impression que les autres sont tellement plus performants, et tout ça relayé minute par les réseaux sociaux. Il y a vraiment de quoi se sentir nul si l'on ne court que 5 km 3 fois par semaine, ou pire, que l'on ne court jamais, si ce n'est après le bus. Mais heureusement, j'ai l'impression que l'on est en train d'essayer de renverser la vapeur. Je vais être très nautique dans ce carnet, enfilez vos cirés, ça va mouiller. Dans certaines entreprises, les heures supplémentaires et les work alcooliques sont mal vues et on organise des cours de yoga, de chorale ou de méditation à la pause de midi. Ralentir, ralentir. Ralentir, ce que n'ont pas du tout fait les skippers de La Transat, une course en solitaire à la voile qui a lieu tous les 4 ans depuis 1960. Une traversée de l'Atlantique Nord d'est en ouest contre les vents dominants. Et cette année, la météo n'a pas gâté les marins. Ni les marines, comme la genevoise Justine Métro, qui a magnifiquement terminé à la 7e place. Un autre Genevois, Alan Roura, a lui aussi dompté l'Atlantique à bord de son IMOCA. Les IMOCA sont une classe de voiliers monocoques de 60 pieds, un peu plus de 18 mètres. Ceux d'Alan et de Justine sont munis de foils, qui permettent au bateau de décoller, quand les conditions sont adéquates, pour atteindre parfois 40 nœuds, 75 km/h au portant, c'est-à-dire avec le vent qui vient de l'arrière. En automne de l'année dernière, je suis allée en Normandie pour assister au départ d'une autre course transatlantique, à 2 cette fois, la Transat Jacques Vabre, qui relie Le Havre à Fort-de-France en Martinique. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Alan Roura et son coéquipier Simon Coster avant leur départ. En visitant leur bateau, j'ai été frappée de l'extrême simplicité des aménagements intérieurs, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Tout est fait pour optimiser les manœuvres et rien pour le confort du ou des marins. Un petit but à gaz pour réchauffer les plats lyophilisés ou faire cuire des spaghettis, un seau bleu en guise de toilette et pour dormir, un sac de billes de polystyrène posé au milieu de ce qui fait office de carré. Avec un tel voilier, Alan a déjà participé 2 fois au Vendée Globe, course autour du monde en solitaire et sans escale par les 3 grands caps dans le célèbre Cap Horn. 3 mois de navigation. Et il va s'y recoller cette année.
De plus, son bateau étant conçu pour affronter les mers du Sud, les fameux 40e rugissants, son cockpit, c'est-à-dire là où on est installé pour barrer, régler les voiles, regarder la mer, les vagues et les poissons volants, eh bien ce cockpit est entièrement fermé, telle une capsule d'un vaisseau spatial. On est très loin de l'image de Bernard Moitessier dans les années 60, observant pendant des heures et des jours le comportement des oiseaux de mer, en les nourrissant de vaches qui rient, s'émerveillant du bal des dauphins et même des minuscules cigales de mer. J'écoute la mer, j'écoute le vent, j'écoute les voiles qui parlent avec la pluie et les étoiles. Quelques mots de la longue route, récit qui m'a prise doucement par la main tout au long de ce carnet. Rien de tel pour apprendre à ralentir, à vivre le moment présent, à observer, à rêvasser. La longue route, c'est le récit des 10 mois autour du monde que Bernard Moitessier a passé sur son ketch de 12 mètres, Joshua, lors de la première course autour du monde en solitaire et sans escale, le Golden Globe Challenge, l'ancêtre du Vendée Globe. Bernard était en passe de le gagner quand il décida d'abandonner après le passage du Horn et de continuer sur Tahiti au lieu de remonter sur Plymouth. Il a ainsi effectué un tour du monde et demi. Parti d'Angleterre le 22 août 1968, il mouillera à Tahiti le 21 juin 1969, après avoir doublé 2 fois les caps de Bonne-Espérance et Leuven et 1 fois le Horn. Des tempêtes, il en a essuyé, naturellement. Et naturellement, pour effectuer une telle navigation dans les mers du Sud, il faut être un marin hors pair. Sans parler d'être un excellent bricoleur avec une force morale à toute épreuve et une parfaite condition physique, qualité que les skippers d'aujourd'hui doivent tout autant posséder. De nos jours, ils sont comme des pilotes de Formule 1, enfermés dans une boîte dont ils ne sortent que pour changer de voile ou réparer les avaries, occupés 24 heures sur 24 à faire marcher leur bolide le plus rapidement possible. Pas question de se mettre à la cape, comme le faisait Moitessier quand il se sentait au bord de l'épuisement. La cape, c'est une manière de régler les voiles et le gouvernail permettant de stopper le voilier, de le stabiliser et de le laisser doucement dériver, le temps pour le marin de reprendre des forces. Pour vous faire une idée du monde qui sépare les skippers des années 60 de ceux de nos jours, eh bien figurez-vous que le vainqueur du Vendée Globe édition 2020 a bouclé la boucle en 80 jours, alors qu'en 1969, Robin Knox Johnston a coupé la ligne d'arrivée après 313 jours de navigation. Il est d'ailleurs le seul à avoir terminé cette course marquée par plusieurs drames. Alors oui, les bateaux et leur gréement ont beaucoup évolué. De nos jours, ce sont de véritables bêtes de course que l'on ne peut en aucun cas comparer à un Joshua. Je crois aussi que les skippers d'aujourd'hui sont devenus de véritables sportifs de haut niveau, de véritables compétiteurs, tandis qu'à l'époque, ce n'était que, si j'ose dire, des marins. Ont-ils encore le plaisir de faire de la voile, d'écouter le chant de l'étrave et d'observer les petites mouettes blanches, comme Bernard Moitessier sur son Joshua? Dieu a créé la mer et il l'a peinte en bleu pour qu'on soit bien dessus. Et je suis là, en paix, l'étrave pointée vers l'Orient, alors que j'aurais pu me trouver cap au nord, avec un drame au fond de moi. Le temps est beau, le sillage se déroule doucement. Assis en tailleur dans le cockpit, je regarde la mer en écoutant la note qui chante contre l'étrave, et je vois une petite mouette posée sur mon genou. Je n'ose pas bouger, je n'ose pas respirer, tant j'ai peur qu'elle s'envole et ne revienne plus. Elle est toute blanche, presque transparente, avec des yeux noirs très grands et un bec très fin. Je ne l'avais pas vue venir, je n'avais pas perçu le battement plus rapide de ses ailes lorsqu'elle s'est posée. Lentement, j'approche la main, elle me regarde en se lissant les plumes. J'approche encore la main, elle cesse de lisser ses plumes et me regarde sans crainte. Et ses yeux semblent me parler. J'approche encore un peu la main et je commence à lui caresser doucement le dos, tout doucement, comme ça.
Plus un objectif est difficile à réaliser, plus grande est la satisfaction de l'atteindre. Je reprends les mots de John Ridgway cités au début de ce carnet. Faire le tour du monde à la voile en solitaire en 80 jours en ne dormant jamais plus de 20 minutes d'affilée donne-t-il plus de satisfaction que le faire en 313 jours en se mettant à la cape quand on est trop fatigué? Faire le tour du massif du Mont Blanc à la course en 24 heures est-il plus réjouissant que de le faire tranquillement en 8 jours? À chacun son rythme, comme je le dis presque à chaque carnet. Si l'on a le choix de décider de son allure, alors tout va bien. Si l'on est forcé à aller toujours plus vite, alors il y a danger, grand danger. Me voilà arrivé au terme de ce carnet, un carnet qui m'a imperceptiblement éloigné de la route que je m'étais tracée. Ces changements de cap m'ont entraîné sur d'autres océans, vers d'autres rivages, et m'ont amené à réécrire une partie de mon texte. Le thème que j'avais choisi était l'exploit, avec comme toile de fond la mer et les conditions extrêmes que les marins sont prêts à endurer pour réaliser de tels défis. Et voilà que petit à petit, je suis parti dans le sillage de Josua, avec sur mon épaule une petite mouette blanche. De ma volonté à explorer cet acharnement à aller toujours plus vite, toujours plus loin, la petite mouette m'a ramené tout doucement vers des considérations beaucoup plus spirituelles et philosophiques, et même écologiques. C'est pourquoi, pour nous quitter, je vous propose d'écouter encore un passage de La Longue Route que je vais vous lire accompagné par le piano de Chili González. Bernard Moitessier raconte sous forme de conte sa décision de reverser tous ses droits d'auteur au pape Paul VI. Voilà l'histoire d'un va-nu-pieds de Singapour, d'une mouette blanche, des Amis de la Terre, association écologique créée en 1970, et du pape. À bientôt et bonne longue route. Alors je rêve que le hippie inconnu de Singapour part voir le pape et lui dit « Un copain termine son bouquin et il a demandé que ses droits vous soient versés. Il espère que vous emploierez cette goutte d'eau pour aider à reconstruire le monde en luttant avec tout le poids de votre foi en l'homme, aux côtés des va-nu-pieds, des vagabonds, des amis de la Terre. Tous ceux-là savent que le destin de l'homme est lié à notre planète, qui est un être vivant comme nous. C'est pour ça qu'ils marchent sur les chemins de la Terre et veulent la protéger. Ils pressentent que c'est elle qui permettra à l'humanité de toutes les églises de retrouver la source de l'univers dont le monstre nous a coupés. Le pape est tout étonné. Il se demande comment le va-nu-pieds est entré dans son palais si bien gardé. Alors il voit une petite mouette blanche posée sur le bras de son fauteuil. Et il comprend que c'est elle qui l'a fait entrer en cachette. Il est content, il se sentait un peu seul ce soir. Et il offre un siège à son hôte. Le va-nu-pieds aime mieux s'asseoir par terre en tailleur parce qu'il préfère ainsi. Et il dit « À cause du monstre, les hommes se détruisent et détruisent notre terre pour des mobiles très bas. Et en plus, ils se reproduisent comme les lapins. On sera le double à grouiller ici dans 30 ans à peine et le quadruple dans 70 ans si les choses continuent pareilles. Alors comment feront nos enfants et nos petits-enfants puisqu'on étouffe déjà? Comment feront-ils s'ils ne retrouvent pas à temps la source en combattant vite et tous ensemble la honte et la folie du monde moderne? » Le pape sourit. Il aime les va-nu-pieds et les vagabonds. Il lui rappelle les débuts de la chrétienté, du temps où c'était simple. Alors il lui offre une tasse de thé. Le va-nu-pieds boit lentement, tout doucement et sans parler, en soufflant sur son thé parce que c'est chaud et bon. Lui aussi il aime ce pape qui symbolise la petite flamme de spiritualité qui subsiste encore chez les peuples de l'Occident. Il ne faut pas que la petite flamme s'éteigne, sans quoi il ne resterait plus grand-chose. Il faut qu'elle revive pour tout réchauffer en profondeur, comme le fait ce thé bon et chaud. Quand il a fini son thé, le va-nu-pieds se lève et dit « Saint-Père, nous avons confiance en vous.
si vos convictions religieuses ne vous permettent pas de prendre part à notre combat, rendez nos droits aux amis de la terre. C'est pour notre jardin à tous, toutes les églises reposent sur lui, c'est lui qui les porte toutes. Maintenant, je dois continuer ma route, c'est loin. La goélette blanche est venue se poser sur les genoux du pape, il la caresse tout doucement, elle le regarde de ses yeux immenses, et le pape demande au va-nu-pieds si elle peut rester quelques jours encore avec lui dans son palais, si bien gardé. Le va-nu-pieds dit oui, bien sûr, puis il joint les deux mains contre sa poitrine pour saluer son hôte et s'en va.